Eh bien bonsoir à tous, il est 22 h et vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici sans tarder les titres de l'actualité de ce mercredi 25 juillet 2012. Comment sortir l'industrie automobile de l'ornière? Le gouvernement mise sur la voiture électrique et hybride au moment où PSA affiche des pertes records et mise sur de nouvelles économies. Le plan du gouvernement s'inscrit dans la durée, affirme François Hollande. Devant le siège de PSA à Paris, les salariés affichent, eux, leur déception. L'avenir de la filière sera au cœur du débat de ce 22 h. C'en est cette fois définitivement fini de la TVA sociale, une mesure voulue par Nicolas Sarkozy et supprimée aujourd'hui, après les députés, par les sénateurs. Jean Arthuis, grand défenseur de la TVA sociale, sera l'invité de ce journal et il réagira au vote sénatorial. Et puis Manuel Valls, qui se démarque de Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur ne veut pas appliquer les nouveaux critères de naturalisation mis en œuvre par son prédécesseur. Il refuse l'hypothèse d'un contrôle aux frontières. En revanche, le ministre de l'Intérieur admet la nécessité de démanteler certains camps de Rome. Enfin, Alain Vidalis, le ministre chargé des relations avec le Parlement, sera aussi avec nous. Nous évoquerons bien sûr avec lui l'actuelle session parlementaire et le calendrier des travaux futurs de ce même Parlement. Il y a en France 4 395 000 personnes à la recherche d'un travail. C'est un chiffre record. Depuis la mise en place de ces statistiques il y a plus de 20 ans, résultat, un 14e mois consécutif de hausse. En juin, le chômage a augmenté de 1,1%. Commentaire sobre du ministère du Travail. La mobilisation du gouvernement est entière, indique un communiqué, pour répondre à l'urgence sociale et mettre en œuvre la feuille de route tracée lors de la conférence sociale. C'est dans ce contexte morose que le gouvernement a dévoilé ce midi son plan de relance de la filière automobile. Un plan extrêmement ambitieux pour le Premier ministre et qui fait la part belle aux voitures électriques et hybrides. En échange de ces aides au secteur, l'État demande aux constructeurs automobiles la pérennisation des sites de production et de recherche. Sandra Cerquera revient sur les détails des mesures annoncées. Doper la vente de voitures propres, c'est la stratégie du gouvernement pour soutenir la filière automobile. L'idée, renforcer le bonus donné à l'acheteur. Pour les voitures électriques, le bonus passera de 5 à 7 000 euros. Côté voitures hybrides, le bonus passera de 2 à 4 000 euros. Petit coup de pouce enfin aux voitures classiques les moins polluantes, entre 100 et 150 euros de plus selon les cas. Le coût total des bonus attendus pour 2013 est de 490 millions d'euros, c'est-à-dire un demi-milliard. Voilà. C'est une dépense qui est donc nouvelle, mais elle sera en partie, et j'allais dire en grande majorité, financée par le malus. Contrairement au bonus écologique, le malus n'entrera pas en vigueur tout de suite, mais en 2013. En attendant, l'État veut montrer l'exemple. 25% des nouveaux véhicules du secteur public devront être hybrides. Deuxième grand axe du plan Montebourg, soutenir la production et l'innovation. Une enveloppe de 600 millions d'euros est prévue pour aider les constructeurs ou les sous-traitants en difficulté. Pour la droite, ce plan est un aveu d'impuissance. Il y a un gros travail à faire pour abaisser le coût du travail dans les entreprises concernées, puis faire un gros effort en recherche et développement et en qualité de production pour pouvoir être compétitif par rapport aux grandes marques, même européennes. Avec ce plan automobile, priorité est donnée aux PME, à condition qu'en contrepartie des primes, elles s'engagent à ne pas augmenter leurs tarifs et à produire en France. Alors la gauche applaudit aux mesures gouvernementales. À droite, le scepticisme domine. Pour l'ancien ministre Bruno Le Maire, ces mesures vont provoquer une déception profonde chez les salariés de l'industrie du secteur, puis chez tous les Français. Des Français qui pourront bientôt regarder de nouvelles publicités chargées de mettre en valeur cette filière industrielle. Le gouvernement a en effet décidé de mettre à contribution les cinéastes Cédric Klapisch et Luc Besson pour vanter bientôt les mérites de l'automobile tricolore. Et ils auront fort à faire, ces futurs publicitaires, pour redorer le blason de la voiture Made in France. Ce matin, les chiffres annoncés par les dirigeants de PSA ont jeté une lumière très crue sur les difficultés financières du groupe. 819 millions d'euros de pertes nettes contre un bénéfice équivalent il y a un an. Des annonces qui renforcent la détermination des syndicats. Ils étaient ce matin à Paris, devant le siège du groupe. Florence Maurice.
Rennes, Caen ou Aulnay et sont partis dès l'aube en car pour faire entendre leur voix devant le siège de PSA à Paris. On est des courageux, on a toujours travaillé convenablement pour la boîte et il faudra que demain on puisse garder nos emplois. Mais les dernières nouvelles sont mauvaises. Au premier semestre 2012, les pertes du groupe s'élèvent à 819 millions d'euros. C'est 4 fois plus que ce qu'attendaient les analystes. Réunis au même moment en comité central, les dirigeants de PSA confirment les 8000 suppressions de postes d'ici 2014 et annoncent même de nouvelles économies. Ces résultats nous conduisent à prendre des mesures. Ces mesures intègrent le plan qui a été annoncé, le projet qui a été annoncé le 12 juillet et le complètent par des réductions sur les investissements de capacité et puis d'autres réductions de coûts pour un total de 1,5 milliard. Le patron de PSA accuse la morosité du marché automobile européen, mais se dit confiant pour l'avenir du groupe. Pour mettre en œuvre son plan, il mise sur la compréhension du gouvernement qui s'est pourtant montré critique sur sa stratégie. Petite victoire tout de même pour les syndicats, la nomination d'un expert indépendant. Il sera chargé d'enquêter sur la véritable situation économique du groupe. C'est vrai que la branche automobile perd de l'argent actuellement, mais il faut savoir jusqu'à quand, combien, et après on verra. Donc on se positionnera après que l'expert ait rendu son avis. La mission débutera le 27 août prochain, de quoi retarder provisoirement les destructions d'emplois. Alors les mauvais résultats de PSA ont provoqué la réaction immédiate de 2 agences de notation. L'agence Fitch comme Standard & Poor's ont toutes 2 abaissé d'un cran la note de la dette de PSA, dont l'action à la bourse n'a cessé aujourd'hui de faire du yo-yo. 4 invités pour parler de ce plan de relance de la filière automobile et de la situation à PSA. Ils sont autour de ce plateau. Je vous présente Philippe Dallier, sénateur UMP de Seine-Saint-Denis. En face de vous, un autre sénateur, Claude Dillin, sénateur socialiste de ce même département de la Seine-Saint-Denis, ancien maire de Clichy-sous-Bois, je le précise. Jean Arthuis est également avec nous, sénateur centriste de la Mayenne. Et je vous présente Bertrand Racoteau. Vous êtes consultant en automobile chez RL Polk France. C'est à vous que j'ai envie de poser la première question, monsieur, avec, j'allais dire, votre regard un peu froid d'expert sur cette filière automobile bien malade aujourd'hui en France. Est-ce que le plan annoncé par le gouvernement, qui fait la part belle aux voitures du futur, les voitures électriques, les voitures hybrides, est-ce que ce plan va dans la bonne direction ? Un plan qui soutient une filière va toujours dans la bonne direction. Le soutien est aujourd'hui à la mesure de la conjoncture économique qui est difficile aussi bien en France que d'ailleurs dans un certain nombre d'autres pays d'Europe. Et également le soutien qui est apporté c'est toujours un peu difficile en fait dans un milieu concurrentiel comme l'automobile d'avoir une intervention qui n'est pas naturelle dans le marché. Donc ça a ses bénéfices et puis également il faut faire attention aux transformations que ça pourra apporter sur le marché. Cela dit, c'est pas la première fois que l'État intervient. On se souvient par exemple, c'était en 1983, Jacques Delors, à l'époque il était ministre de l'économie et il fronçait les sourcils sur la stratégie de PSA qui déjà à l'époque supprimait des emplois. C'est presque une habitude de l'État de fixer des objectifs de ce genre. Il y a dans l'automobile en fait des cycles. Régulièrement, les constructeurs, selon les marchés, selon les stratégies, vont avoir soit le vent en poupe, soit parfois être un peu plus en difficulté. C'est une question aussi qui dépend du cycle de développement des produits. Quand une décision stratégique est prise, il faut facilement 4 à 5 ans pour pouvoir en voir les conséquences. Donc c'est toujours assez long. Et puis parfois, il y a certaines décisions, certains modèles qui plaisent moins, certaines décisions qui malheureusement ne tombent pas en face de la conjoncture ou ça, c'est de la stratégie industrielle. C'est de la stratégie industrielle, ce sont des choix, ce sont parfois pas les choix du constructeur, mais les choix du marché. Donc c'est assez difficile de cerner tout ça, c'est ce qui crée aussi ce côté cyclique. Il n'empêche, la voiture électrique, c'est la voiture de demain. Ça fait partie des solutions de demain, oui. Et pourtant, elle ne fait que 1,4%, je crois, du parc automobile aujourd'hui en France. Oui, environ, c'est faible. Aujourd'hui, hybride électrique, c'est 1,2% des immatriculations depuis le début de l'année. Donc on est au début, en fait, on est au démarrage de ces technologies, au démarrage de leur démocratisation. Il y a déjà eu des essais dans le passé. PSA, Peugeot et Citroën avaient des véhicules électriques déjà il y a 10 ans. Il y a même plus que ça fait une quinzaine d'années. Il y a eu également des véhicules électriques chez Renault. Donc, et puis chez d'autres constructeurs étrangers. L'hybride est quelque chose qui arrive, c'est tout récent parce que les technologies jusque-là ne permettaient pas de faire des véhicules qui soient suffisamment peu coûteux pour pouvoir les vendre sur le marché. Et la France n'a pas forcément la meilleure technologie en la matière.
La France a investi sur certaines technologies. Après, chacun fait ses choix. C'est toujours un petit peu comme ça dans un marché où plusieurs industriels se lancent. Il y a des choix qui sont communs, puisqu'il y a certaines recherches qui sont mises en commun entre différents constructeurs et puis avec les équipementiers. Et puis il y a d'autres choix où chacun va tester un petit peu sa technologie. Et puis une technologie arrive régulièrement à émerger parmi les autres, et c'est celle qui continue. Donc aujourd'hui, chacun... Qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Est-ce qu'il peut être efficace? On le disait, très peu de voitures électriques aujourd'hui. En revanche, un parc énorme en voitures diesel, par exemple. Écoutez, si la première question était de savoir si le gouvernement et Arnaud Montebourg allaient pouvoir sauver le site PSA Aulnay, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, tout le monde a compris que la réponse était non. Si la question est de savoir si les décisions prises par le gouvernement vont dans le bon sens, j'ai envie de dire oui. Enfin, ceci étant dit, il faut voir que la production de véhicules électriques ou de véhicules hybrides, chez Peugeot en particulier, c'est moins de 2000 véhicules par an aujourd'hui sur une production de 350 000. Donc même si on tente de développer à marche forcée ces types de véhicules, je pense que les 600 et quelques millions ou les 800 millions d'euros que Peugeot a perdu au premier semestre, la solution n'est pas tout à fait là. Donc ça va dans le bon sens. Le plan se faisait dans la durée. Mais bien évidemment, mais il y a l'urgence, et c'est d'abord à cela qu'il fallait répondre, et puis après il y a ce qu'on peut faire dans la durée. Et puis surtout, on en a discuté au Sénat très longuement, et Jean Arthuis vous en parlera mieux que moi, il y a le problème de la compétitivité globale de la filière. Est-ce que nous produisons, oui ou non, trop cher? Nous répondons oui. Nous avions mis en place, alors c'était insuffisant, effectivement un début de TVA sociale. Le gouvernement revient dessus. Et on ne sait absolument pas ce qu'il entend faire pour améliorer la compétitivité en termes de prix de nos produits, et notamment des voitures. Pour ce qui est de la compétitivité en termes de qualité des produits, est-ce que les produits, effectivement, rencontrent le besoin ou le désir des clients? Ça, c'est effectivement une question qu'il faut se poser. Mais sur la compétitivité prix, le débat est enterré, bien que le président, le 14 juillet, ait semblé vouloir le mettre sur la table. On verra dans la loi de finances à l'automne. Est-ce que vous admettez néanmoins qu'il ait pu y avoir des erreurs stratégiques du groupe PSA? Écoutez, les décisions dans une filière comme celle-là, elles ne se prennent pas de la veille pour le lendemain. Effectivement, Renault a une stratégie qui est différente. Renault a beaucoup délocalisé. Renault s'est concentré sur les véhicules à bas coût. Peut-être que cette stratégie va payer. Peugeot avait fait le choix de garder une production importante en France. 45% de la production de Peugeot est en France. Faire des voitures petites et moyennes, mais de bonne qualité. Aujourd'hui, les spécialistes nous disent qu'il y a 2 ou 3 millions de véhicules en surproduction en Europe. Peugeot n'est pas seul concerné, Fiat l'est également. La question, c'est comment on en sort. Claude Dillin, aujourd'hui le site d'Aulnay, il est rayé de la carte dans les années à venir? Non seulement je ne pense pas, je n'espère pas, et je pense que ce serait dramatique que le site d'Aulnay soit rayé de la carte sur le plan industriel. Des contreparties, en tout cas, aux constructeurs. Il faut pas, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Philippe Dallier, mais il ne faut pas mélanger à la fois l'urgence d'un plan social qui n'est pas satisfaisant, pas seulement pour les hommes, mais aussi pour la ville, j'essaierai d'en parler, et puis un plan de relance qui n'est pas le premier, vous avez raison, qui a peut-être quand même comme spécialité de parier sur l'avenir. Il ne s'agit pas de faire acheter, si je puis dire, la voiture d'aujourd'hui qui ne fonctionne pas, de simplement donner un petit coup de pouce et puis dans 6 mois on reviendra même, mais de parier sur une innovation. Ce n'est pas seulement bonus-malus, c'est toute une série d'argent pour l'innovation, pour la recherche, les centres de recherche, pour les centres de recherche, pérennisés en France, pour les sous-traitants, je crois que c'est la première fois qu'on s'occupe d'eux, et aussi avec du donnant-donnant, si je puis dire, c'est-à-dire qu'en contrepartie, les aides, il y a la pérennité des centres de recherche, etc. Donc, je ne sais pas s'il va réussir, mais c'est 2 choses différentes. Il y a le plan rebond, et puis le fait d'essayer de réengager, non pas de sauver, mais de réengager la filière automobile sur quelque chose qui est rentable et alléchant pour tout le monde. J'aime pas trop qu'on dise que Renault s'est délocalisé et Peugeot ne s'est pas délocalisé. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Enfin, quand j'entends les spécialistes, je suis loin de l'être, on dit maintenant il faut produire près du marché pour éviter les douanes, etc. Ouais. Donc ce qu'a fait Renault, bien ou mal, ce n'est pas à moi de dire, c'est pas qu'il a voulu absolument délocaliser, c'est qu'il a voulu produire sur un autre marché que l'Europe. Et donc il a délocalisé. Ce qu'a fait Peugeot, c'est qu'il n'a pas voulu aller sur d'autres marchés. Il a été quand même sur l'Inde ou le Brésil, la Chine je crois, assez timoré. Et du coup, il a gardé comme marché l'Europe qui est hyper saturée. C'est pas qu'il a voulu
par patriotisme, même s'il y en a peut-être, mais c'est parce que dans sa volonté de rester conquérant sur l'Europe, eh bien, il est resté sur l'Europe. En tout cas, la famille Peugeot le dit, il s'agit de patriotisme industriel. Oui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire et je pense pas que ce soit dans les gènes d'un chef d'entreprise, ce patriotisme. Je vous regarde bien pensif sur ce dossier. Philippe Dallier l'a évoqué tout à l'heure, le coût du travail finalement. Est-ce que c'est véritablement le fond du problème de cette maladie chronique de l'industrie automobile? C'est pas le seul problème, mais c'est l'une des composantes. Ce qui se produit aujourd'hui dans l'automobile était parfaitement prévisible. Ça fait 10 ans qu'on le dit. Il y a 10 ans, on produisait 3 millions de voitures en France, on va en produire la moitié. Et tout s'organise pour que ça disparaisse. Avec une espèce d'aveuglement collectif. C'est vrai que l'automobile, dans les années 50, 60, c'était le secteur où on faisait le progrès social. Les Français aiment la bagnole, disait Pompidou. Et quand l'un des constructeurs était confronté à une grève d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et qu'au terme de ce conflit, il y avait une avancée sociale, des jours de congés supplémentaires. Que faisait le gouvernement? Il étendait le dispositif aux autres constructeurs pour qu'il n'y ait pas d'avantage compétitif. C'était vraiment un sanctuaire de progrès social. On est entré dans une économie globale, mondiale. Alors on flatte le consommateur. Il faut défendre le consommateur. Mais quel aveuglement et quelle hypocrisie. Lorsque Renault a lancé la Logan en Roumanie. On a dit, oh mais attention, on fait la Logan en Roumanie, mais vous savez, c'est une voiture destinée aux automobilistes des pays émergents. Voiture low cost. Et je me souviens de la une d'un grand journal, d'un quotidien du soir, disant, mais c'est une relocalisation. Pourquoi voulez-vous priver les conducteurs d'automobiles français d'une voiture à si bon marché? On a flatté le consommateur et on a étranglé le producteur. Producteur qui s'est trouvé confronté aux 35 heures, à des législations extrêmement rigides et à un système de financement de la protection sociale qui est totalement fondé sur les salaires. Parce que c'est la gestion paritaire. Et comme il y a 5 centrales syndicales et 5 caisses à gérer, il faut que chacun ait sa caisse. Et donc, il faut qu'on maintienne le lien entre le salaire et les cotisations sociales. Alors, on voit bien d'année en année... On voit bien qu'on arrive aux limites du système, quand même. Complètement, ouais. Complètement. Et on se raconte des histoires. Il va falloir en sortir. D'année en année, pour financer le déficit de la protection sociale, on prend des impôts de l'État pour les affecter aux organismes sociaux. On parlera de... Alors, on va privilégier probablement... la CSG, parce que c'est une cotisation sociale et que ça maintient cette légitimité de gestion paritaire. Ouais. Mais très franchement, le plan qui a été rendu public aujourd'hui, moi je m'en méfie beaucoup. Parce qu'on a vu comme ça la prime à la casse, c'est formidable. Pendant quelques mois, on a l'impression que ça fonctionne. Et ça met tout par terre. Ça fausse les comportements. Ça coûte excessivement cher. Et je redoute que dans le cas particulier, on soit confronté aux mêmes difficultés. Alors, ça fait de très bons plans de com. Ça, c'est bien. Ça va plaire aux tenants de l'écologie, c'est formidable. Monsieur Rakoto, est-ce que les Français sont aujourd'hui encore capables d'acheter des voitures, d'acheter des voitures neuves? On a l'impression que le parc il est aujourd'hui saturé en France. Alors, la réponse est oui. On est dans un marché saturé, en fait, on est dans une phase de remplacement. C'est-à-dire qu'il y a un marché qui est connu pour être saturé et qui est en décroissance, c'est le Japon. On n'est pas du tout dans ce cas de figure en France. Les gens remplacent leurs véhicules neufs régulièrement, et on a un marché qui, bon an, mal an, oscille entre 2 millions, 100 000 véhicules par an. Cette année, le marché est un peu déprimé parce que la conjoncture économique n'est pas très bonne, donc on va être autour entre 1 900 000 et 1 950 000 véhicules. Mais les Français, par rapport aux Italiens ou aux Espagnols, résistent mieux. Alors, les conditions économiques ne sont pas les mêmes, mais aussi les Français ont un taux d'épargne qui est supérieur. L'endettement ne se fait pas de la même façon. Donc, en France, il est plus facile de vendre des véhicules neufs. Après, si la situation économique devient de plus en plus difficile, le marché changera certainement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais l'achat d'une voiture reste une priorité pour un ménage français aujourd'hui? Oui. C'est quelque chose de très important. La séquence d'achat est assez particulière. Et oui, c'est un achat encore où le design, l'émotion comptent énormément.
Est-ce que, selon vous, Jean Arthuis, la France peut aujourd'hui, je pose la question à vous tous, est encore capable d'avoir deux grands groupes industriels automobiles sur son sol, PSA et Renault, Jean Arthuis? Moi, je crois. Je crois à condition que l'on opère enfin les vraies transformations, ces réformes structurelles qu'on a ajournées constamment et qui nous mettent aujourd'hui dans les pires difficultés parce que nous n'avons pas anticipé les conséquences de la globalisation. On parle de recherche. On arrive à localiser de la recherche en France parce qu'il y a le crédit impôt recherche. 4 milliards. Formidable, 4 milliards. Oui. Mais lorsque la recherche est aboutie, il faudrait se demander où va s'enclencher le processus industriel. Dans la plupart des cas, la recherche ayant été conduite en France pour des raisons de commodité fiscale, on va implanter la nouvelle chaîne de production, tirant tout le profit de cette recherche, non pas en France, mais dans les nouveaux marchés, bien sûr, mais les nouveaux marchés qui vont permettre aussi de réexporter les produits vers le marché européen et français. Je voudrais qu'on termine cet entretien en m'adressant aux deux élus de Seine-Saint-Denis. Philippe Dallier, la perte d'Aulnay, Aulnay c'est quoi? C'est 80 000 habitants, c'est une perte considérable pour une ville de banlieue comme celle-ci. Bah, écoutez, bien évidemment que c'est une perte considérable. J'ai entendu le maire d'Aulnay parler de 4 à 5 millions d'euros par an de recettes pour la ville. Bon, maintenant, sans parler de la fiscalité locale dont bénéficie évidemment la ville. Mais maintenant, le site est immense. La superficie du site d'Aulnay est supérieure à la superficie de ma commune qui est juste à côté. Je crois que c'est 300 hectares. J'allais dire idéalement placé. Tout l'enjeu maintenant, c'est la réindustrialisation de ce site. Il faut effectivement que le gouvernement obtienne de PSA un plan de réindustrialisation et qu'on essaie de relocaliser à cet endroit-là le maximum d'entreprises et d'en faire bénéficier effectivement les salariés et de mettre en place des plans de reconversion et de les former aux nouveaux métiers. C'est là l'enjeu pour cette commune. C'est pas la fin du monde, c'est dramatique sur le moment. Maintenant, il y a du travail à faire et j'espère que tout le monde va s'y atteler. Alors Claude, on peut se souvenir de la ville de Sevran, par exemple. C'est presque la fin du monde. C'est presque la fin du monde. Moi, je suis content que vous posiez cette question parce qu'on parle beaucoup des conséquences sur les ouvriers, sur les familles, etc. C'est tout à fait normal et c'est dramatique. Mais pour la ville, c'est quelque chose de terrible. Et malheureusement, on a l'exemple, effectivement, vous avez raison, à côté, Sevran, qui était une ville ouvrière, mais qui fonctionnait bien, qui était pratiquement riche, avec deux grands centres industriels qui étaient Kodak et Westinghouse. Ces deux usines ont fermé, même pratiquement en même temps, sans être remplacées par rien du tout. Et maintenant, Sevran, c'est plus dans les pages économiques qu'on voit, mais c'est dans les pages de la délinquance et de la pauvreté. Donc là, il y a un enjeu colossal. Je sais bien qu'on parle de revitalisation, j'ai entendu PSA parler de revitalisation, mais j'ai vu aussi que sur certains sites, on avait déjà parlé de revitalisation et ça ne s'est pas fait du tout. Donc attention, je pense que le fait de dire par exemple il n'y aura pas de licenciement sec, il y aura tout le monde sera accompagné, etc. Très bien, mais quid du site? Quid de la ville? Cette ville risque de mourir si on n'a pas. Et moi je regrette. Parce que ça fait quelques années qu'on en parle. Moi, j'ai mon voisin à Clichy qui travaillait d'ailleurs, parce qu'il est à Poissy maintenant, qui travaillait à Aulnay, qui me disait, bien avant même le fameux document confidentiel, quand il voyait les ateliers se vider, il se dit, c'est pratiquement sûr, un jour ou l'autre, on va fermer. C'est pas possible de se vider comme ça. Donc, je le dis, et je ne veux pas faire de polémique, je pense que c'est trop grave pour faire de polémique, mais quel dommage qu'on n'ait pas pensé à ça 2 ou 3 ans plus tôt, parce que maintenant on a le couteau sous la gorge, on est dans un climat épouvantable, on l'a vu aujourd'hui, et qu'on peut comprendre, parce que s'il y a quelqu'un qui n'a pas de responsabilité, c'est quand même les ouvriers qui ont juste fait ce qu'on leur demandait. Quelquefois au prix de grosses tendinites d'ailleurs, c'est le médecin qui parle. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ce site? Et ça pour moi c'est au moins une urgence aussi grande que le plan social. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On va parler budget maintenant. Jean Arthuis, je vous remercie de rester en notre compagnie. Le budget 2012, c'est la suite. Au Sénat, le débat a été très long et a vu dans la nuit de vives passes d'armes entre la majorité et l'opposition. C'est finalement aujourd'hui, par 177 voix contre 169, que la suppression de la TVA sociale a été votée. La dernière mesure emblématique budgétaire de Nicolas Sarkozy n'est donc plus qu'un souvenir après le vote identique à l'Assemblée nationale. Élisa Bertholomé. C'était l'une des promesses de campagne de François Hollande. Par 177 voix pour, 169 voix contre, le Sénat, comme l'Assemblée la semaine dernière, a supprimé la hausse de la TVA votée par la droite en février 2012. Au nom, selon la majorité, de la justice sociale. Mettre de la justice partout,
c'est-à-dire mettre à contribution ceux qui ont les moyens d'être mis à contribution et alléger le fardeau des couches populaires, des couches moyennes, notamment en abrogeant la mesure qui devait rentrer le 1er octobre en vigueur et qui devait ponctionner avec la TVA dite sociale 11 milliards aux ménages. Objectif de cette taxe, financer la protection sociale grâce à la hausse du taux de TVA de 19,6 à 21,2%. Avantage, les entreprises auraient vu leurs charges baisser. Mais tous les ménages, sans distinction de revenus, auraient dû contribuer à cet impôt considéré comme le plus injuste. C'est donc pour mieux répartir les cotisations que la majorité a voté sa suppression. L'opposition dénonce, elle, une volonté de destruction. Vous êtes tellement préoccupés par votre volonté de défaire tout ce qui a été fait que vous en oubliez l'essentiel, c'est-à-dire d'apporter une réponse au financement de notre protection sociale. Jusqu'à la fin de la semaine, le Sénat, dans les pas de l'Assemblée nationale, va confirmer le détricotage des mesures phares votées sous Nicolas Sarkozy. Après la TVA sociale, place maintenant à la loi TEPA et aux heures supplémentaires défiscalisées. Merci d'être resté avec nous, Jean Arthuis. Je rappelle que vous avez été président de la Commission des Finances ici au Sénat et vous participez activement au débat budgétaire en ce moment. Alors pendant des années, vous avez été le champion de la TVA sociale. Aujourd'hui, elle est passée à la trappe au Sénat, à l'Assemblée il y a quelques jours. C'est pour vous un vrai rendez-vous manqué? Oui et non. D'abord, l'initiative qu'avait prise le gouvernement de François Fillon était intéressante. Peut-être tardive. Mais trop tard. Et trop peu. 1,6%. C'est le type de demi-mesure qui n'a pas d'effet. C'est pour ça que vous avez déposé un amendement à plus de 5%. Absolument. Je pense que si on veut retrouver de la compétitivité, il faut réduire le poids des cotisations patronales pour réduire le coût du travail. Et si on le fait, il ne faut pas le faire à moitié. Je pense qu'il faut basculer 50 milliards. Et 50 milliards, ça correspond à 5 points de TVA. C'est ce qu'ont fait d'autres pays, comme le Danemark, comme la Suède. Ces pays-là, dont le niveau de dépenses publiques est supérieur à 55%, comme la France, ont des TVA à 25%. Alors, dès qu'on parle d'une telle réforme en France, le sujet est tabou, on n'a pratiquement pas le droit d'en parler. On a vu que votre amendement a été balayé. Oui, mais sur le fond, il n'y a pas si longtemps, M. Hollande disait le coût du travail, ce n'est pas un problème. Il est plus nuancé aujourd'hui. Il est beaucoup plus nuancé. La conférence sociale du début du mois de juillet au Palais d'Iéna, il a accrédité l'idée qu'il y avait un problème et qu'il allait falloir revoir le financement de la protection sociale. On parle de compétitivité aussi. Et on parle de compétitivité. Aujourd'hui, tel que nous pratiquons, c'est comme si on mettait un droit de douane sur ce qui est produit en France, en exonérant tout ce qui est produit à l'extérieur et qui vient approvisionner le marché français. On ne va pas continuer comme ça. C'est une pénalité insupportable. Et c'est comme ça qu'on casse l'industrie. On avait 24% du PIB en industrie en 2000. On a moins de 14% aujourd'hui. Et la tendance est mortifère. Cela dit, on parle de plus en plus de la CSG, Alors, la CSG et de son augmentation. 50 milliards de C'est-à-dire une taxe avec une large 50 assiette. Milliards de CSG, ça veut dire 5 points de CSG. Oui. Et ça, c'est une ponction directe sur le pouvoir d'achat de tous les Français, y compris les plus modestes. C'est un impôt proportionnel sur tous les revenus. Et par ailleurs, on ne pénalise en aucune façon les importations. Il va bien falloir garder la CSG, non pas pour financer l'allègement des charges sociales, mais pour financer la dépendance. On nous parle d'une réforme du financement de la dépendance. Mais comment va-t-on la financer? Madame Delaunay l'a dit, c'est confirmé, à mon avis, par un supplément de CSG. Il faudra aussi un supplément de CSG pour réduire le déficit public. Mais pour la compétitivité, je crois vraiment que le bon impôt, c'est l'impôt de consommation. Ça permet, en allégeant les charges sociales de façon significative, de réduire le prix hors taxe de ce qui est mis sur le marché. Donc vous restez convaincu des avantages et des vertus de la TVA sociale? Totalement. Et je pense que le débat que nous avons eu depuis hier au Sénat a permis de faire entrer le débat dans les préoccupations politiques. Nous sommes sortis de ces considérations allusives. Cette fois-ci, on est vraiment dedans. Et je pense qu'à l'automne, on va en reparler. Et là, on parlera du budget 2013. Et on parlera du budget 2013. Alors ce collectif qui nous est proposé aujourd'hui et qui ne contient rien pour la compétitivité, alors qu'il y a le feu dans la maison. On a parlé de Peugeot,
8000 suppressions d'emplois, on n'a pas parlé des sous-traitants. Oui. Mais c'est un vrai désastre pour les sous-traitants. Cela dit, la défiscalisation des heures supplémentaires pourrait créer de l'emploi. En tout cas, c'est ce que dit la gauche aujourd'hui. En tout cas, ce système des heures supplémentaires, c'était une usine à gaz pour contourner une autre usine à gaz, celle des 35 heures, qu'on n'avait pas eu le courage d'abroger. Bon, je ne m'opposerai pas à la suppression de ces niches fiscales qui rendent illisible notre fiscalité et finalement très injuste. Alors vous êtes dans l'hémicycle la journée, une partie de la nuit en ce moment, et c'est pas prêt de s'arrêter, comment dirais-je. Comment vous qualifieriez l'esprit des débats aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat autour de ces questions budgétaires? Je pense qu'il y a, par l'intensité des débats, une expression de gravité. Chacun sent bien que la situation n'est plus tenable et que la France est en crise, l'Europe est en crise, et qu'on ne sait plus très bien comment on va en sortir. On avait privilégié la consommation, c'était formidable, et on avait fini par opposer le consommateur et le producteur. Mais le vrai pouvoir d'achat, il résulte non pas des distributions de fonds publics par un État qui doit emprunter. Le vrai pouvoir d'achat, c'est la contrepartie du travail, et la vraie injustice, c'est la difficulté que rencontrent aujourd'hui les jeunes à entrer dans le monde du travail. La vraie injustice, c'est celle que vont subir les gens de chez Peugeot, les sous-traitants de Peugeot qui risquent demain de perdre leur boulot. Mais cette gravité, cette lucidité que vous évoquez, vous la sentez également à gauche? Oui, je la sens à gauche. Et je pense qu'il faudrait qu'on sorte de ces propos convenus, de ces tabous qu'on s'envoie à la figure, qui sont ridicules. C'est parce qu'il y a cette opposition entre la droite et la gauche depuis toujours que personne n'avance et qu'on reste dans un conformisme, dans un conservatisme qui devient mortifère. Alors j'espère qu'on va en sortir. Eh bien là, c'était le centriste qui parlait. Merci beaucoup Jean Arthuis d'avoir été avec nous ce soir. Il y était presque à Matignon tout à l'heure, Lionel Jospin. C'est dans des locaux très voisins que l'ancien Premier ministre a installé la commission qu'il préside désormais. Une commission censée réfléchir sur la rénovation de la vie publique. Lionel Jospin a assisté dans cette tâche de 13 membres, dont vous le savez l'ancienne ministre UMP Roselyne Bachelot, espère aboutir à de réels pas en avant institutionnels. Jérôme Rabier. Coup d'envoi officiel pour cette commission qui se réunira à 12 reprises pour parler cumul des mandats, conflit d'intérêts ou encore mode de candidature pour les prochaines présidentielles. Un planning très chargé puisque ces préconisations seront remises début novembre au président de la République. Lionel Jospin estime qu'il est temps, après de nombreuses hésitations, de proposer enfin des avancées concrètes. Beaucoup de choses sont sur la table et sur un certain nombre de ces questions, peut-être que le moment est venu de passer aux actes. Nous n'avons comme modeste ambition que d'aider à passer aux actes, ou en tout cas d'éclairer ceux qui seront les décideurs. Ces décideurs, ce seront le président de la République, le Premier ministre et bien sûr les parlementaires qui devront probablement voter une nouvelle réforme de la Constitution pour acter les changements proposés. La commission n'auditionnera pas de personnalités politiques ni de représentants institutionnels. Elle compilera en revanche les précédents rapports, regardera ce qui se fait à l'étranger et proposera seulement ensuite de réformer le fonctionnement de la vie politique française. Voilà, et nous accueillons Alain Vidalis, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous ce soir sur Public Sénat. Le nouveau Parlement est au travail depuis moins d'un mois. Alors, ce n'est pas encore l'heure, évidemment, des bilans. Mais quelles sont vos premières impressions sur les débats en cours? Tout à l'heure, Jean Arthuis nous disait qu'il sentait, à droite comme à gauche, une certaine gravité dans ces débats budgétaires. Je crois que la gravité des débats, c'était déjà la gravité de la campagne électorale. Au fond, on a bien vu que cette campagne électorale, au moment de la présidentielle, naturellement aussi des législatives, se faisait dans un climat où chacun mesurait, quelles que soient ses propositions, la gravité de la situation. Et on peut partager le constat aujourd'hui que cette gravité se retrouve dans les sujets dont on débat, parce que la situation économique est grave et que les solutions à apporter, chacun mesure qu'il ne faut pas se tromper. La discussion budgétaire, elle suit son train. Il y a eu un seul autre texte débattu, celui, je crois, sur le harcèlement sexuel, qui a été voté à l'unanimité au Parlement. Pourquoi si peu de textes en début de mandat présidentiel comme ça? D'abord, il y a eu la déclaration de politique générale. Il y a eu le sommet européen suivi d'un débat dans les deux chambres sur l'Europe. Il y a eu ce qu'on appelle la
proposition de loi Repentin, qui était un texte nécessaire également, le texte sur le harcèlement, des conventions internationales dont certaines très importantes, comme celle avec l'Afghanistan, et puis le projet de loi de finances rectificatives. Alors j'entendais depuis quelques jours cette idée qu'il n'y aurait pas eu finalement beaucoup de textes au menu. La dernière fois qu'il y a eu un changement de majorité, en 2002, le Parlement a siégé exactement le même nombre de jours. Il y avait un peu plus de textes, mais on serait dans la situation où on aurait très bien pu présenter un projet de loi sur la suppression des heures supplémentaires, un projet de loi sur la suppression de la TVA, un projet de loi sur le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Et vous me diriez, vous avez fait un gros travail. Non, tout était dans le même texte parce qu'il y avait une cohérence qui était celle du redressement dans la justice que nous souhaitions Et la faire majorité apparaître. sénatoriale avait déjà beaucoup travaillé, en tout cas sur ces textes et sur le correctif budgétaire. Tout à fait, la majorité sénatoriale s'était bien préparée, notamment sur le harcèlement, puisqu'ils ont pris le texte en premier, mais l'Assemblée nationale, dans des conditions un peu plus délicates, parce que c'était très renouvelé, s'est mis aussi au travail. Et je pense que de ce point de vue-là, le travail parlementaire a été à hauteur de la gravité et des propositions que nous avons faites. Alors, comment voyez-vous l'action des sénateurs, l'action du Sénat dans cette mécanique parlementaire qui est aujourd'hui en place, une fois de plus ? Vous savez, nous sommes respectueux et favorables au bicamérisme parce que d'expérience parlementaire, je peux en parler. J'étais député longtemps. Je suis désolé de pas avoir été sénateur, mais la vision différente qu'on peut avoir sur des textes est extrêmement importante. Ça évite de faire des erreurs, ça donne des approches différentes. C'est comme ça que ça existe d'ailleurs dans toutes les grandes démocraties, et c'est bien que ça existe en France aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il y a ici une expertise, une compétence, une manière de débattre qui est différente, c'est vrai, mais qui est tout aussi déterminée. Alors il y a la sagesse sénatoriale, bien sûr, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi de l'audace, et peut-être vous l'attendez, cette audace sénatoriale sur des textes comme ça? Vous savez, quand on discute sur des projets, des orientations, il y a des sénateurs qui ont soutenu François Hollande, d'autres qui l'ont combattu, et je retrouve ici, peut-être qu'il n'y a que la forme qui change, mais sur le fond, entre les sénateurs ici qui soutiennent le changement et des députés qui soutiennent le changement, franchement, c'est les mêmes. Donc le Sénat n'est pas une chambre, simplement une chambre d'enregistrement? Ah, pas du tout, mais ni l'Assemblée nationale, c'est pas ce qu'on souhaite d'ailleurs. On a besoin dans notre pays de retrouver un Parlement avec deux chambres qui jouent leur rôle, le contrôle parlementaire, l'initiative parlementaire. Et en tant que ministre chargé des relations avec le Parlement, ma feuille de route, c'est bien de respecter cette capacité d'initiative du Parlement. Dites-moi, Monsieur le ministre, vous êtes réconcilié avec vos amis verts, hein, on se souvient de la réaction un petit peu ardente de Jean-Vincent Placé lorsque vous avez posé peut-être les limites de ce droit de vote? Non, mais ce qui était curieux, c'était les commentaires qui ont suivi cette question, parce qu'en réalité, j'étais venu en défense. C'était une émission où on posait une question sur les déclarations qui avaient été faites sur le cannabis par Madame Duflot. Et donc, j'étais venu dire qu'elle avait parfaitement le droit de le faire. Et donc, on me dit, mais liberté de vote ou liberté d'opinion? J'ai simplement répondu ce que plusieurs responsables socialistes et le responsable des Verts a dit après, c'est que sur les engagements, et notamment le budget et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, évidemment, notre alliance va aller engagement de soutenir le gouvernement. Alors, vous le savez, Monsieur Vidalis, la majorité est relativement courte au Sénat, 6 voix, 6 sièges. Votre souci est-il aussi d'unifier cette majorité de gauche au Sénat entre les radicaux, entre les communistes, les socialistes, bien sûr, et les Verts? Le ministre des Relations avec le Parlement a deux objectifs. La première, c'est qu'avec tous les groupes, cette fois-ci, y compris l'opposition, les choses se passent le mieux possible, que la démocratie soit au rendez-vous, et puis évidemment que la majorité soit également au rendez-vous des demandes du gouvernement. Et donc, ça veut dire ouvrir le dialogue avec une ligne de force dans notre conduite aujourd'hui, c'est que on va essayer d'associer tous les groupes assez en amont dans la préparation des textes, de manière à ce que, lorsque le produit fini arrivera devant l'Assemblée, eh bien, cette discussion ait déjà eu lieu. Est-ce que, selon vous, on fait mieux son travail de sénateur en n'ayant qu'un seul mandat de sénateur ou en ayant en plus un mandat local? Je pense que du point de vue des sénateurs, il y a une spécificité, et moi je suis prêt à accepter le débat, on le connaît. Compte tenu du corps électoral, il y a cette spécificité. On sait que c'est un débat qui est engagé aujourd'hui, mais je pense qu'il y a là une réalité qui sera l'un des éléments des choix qui seront faits par le gouvernement. Alors, les grands textes à venir, ça va être lesquels? Hormis, bien sûr, le budget 2013. Hormis d'abord le traité européen, puisque là, nous sommes dans l'attente, y compris sur le calendrier parlementaire, de la décision du Conseil constitutionnel qui a été saisie par le président de la République. La décision devrait intervenir
autour du 9-10 août. Oui. À partir de là, soit il faut réviser la Constitution et c'est un calendrier différent, soit le Conseil constitutionnel dit non, vous pouvez ratifier ce traité avec simplement une loi organique et à ce moment-là, nous aurions une session extraordinaire à la fin du mois de septembre qui serait consacrée essentiellement aux questions européennes. Ratification du traité, mais pas seulement. Ratification et soumission au vote des engagements obtenus lors du sommet du 28 et 29 juin par le président de la République pour mettre le volet croissance dans la construction européenne. Derrière les premiers textes aujourd'hui dont on peut parler, les emplois d'avenir, compte tenu des chiffres du chômage ce soir, on voit bien l'urgence. Donc premier texte, les emplois d'avenir. La vie chère outre-mer, on sait que c'est une vraie préoccupation. Vous étiez à Matignon avec les élus d'outre-mer aujourd'hui. On sait que c'est une vraie question. On ne peut plus accepter d'avoir ce système de fixation des prix qui échappe à toute logique. Et donc des textes importants qui viendront rapidement. Merci beaucoup Alain Vidalis de nous avoir rendu visite. J'aurais eu encore bien sûr plein d'autres questions à vous poser, mais vous reviendrez. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, le reste de l'actualité politique, elle a été riche aujourd'hui, mais d'abord ce tragique accident d'hélicoptère dans les gorges du Verdon. Le tour de l'info, il est signé ce soir Charlie Dupiot. 6 salariés d'Eurocopter sont morts dans le crash d'un hélicoptère du groupe industriel dans les gorges du Verdon. Les victimes étaient des pilotes et ingénieurs d'essai. Ils effectuaient un vol de contrôle avant la livraison de l'hélicoptère à l'Albanie. Parmi les hypothèses envisagées, celle d'un accrochage avec un câble DF. Au Sénat, devant la commission des lois, Manuel Valls a annoncé qu'il allait revenir sur les critères de naturalisation. Ces critères avaient été introduits par Claude Guéant en 2011. Parmi eux, la maîtrise de la culture et de la langue française à un niveau 3e. Le ministre de l'Intérieur s'inquiète d'un nombre de naturalisations en chute libre. Le défi de l'immigration, et je vous livre une conviction, sera relevé si la naturalisation n'est plus vécue ou perçue comme la fin d'un parcours du combattant, mais comme l'issue d'un processus d'intégration qui a évidemment sa part d'exigence. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait déjà menacé de sanctions les médecins abusant des dépassements d'honoraires. Le top départ a été donné aujourd'hui avec l'ouverture de nouvelles négociations entre syndicats de médecins, complémentaires et assurance maladie. Le but, encadrer des dépassements qui rendent difficile l'accès aux soins et qui ont fortement augmenté en 2011. En cause, les médecins de secteur 2 autorisés à facturer un tarif supérieur à celui remboursé par la Sécu. À 40%, il s'agit de spécialistes. Tous déclaré aujourd'hui le président de l'assurance maladie, devront faire un effort. La politique des annonces médiatiques au sujet de l'outre-mer, c'est fini. C'est le message qu'a adressé Jean-Marc Ayrault aux parlementaires des Outre-mer réunis à Matignon cet après-midi. Le Premier ministre leur a présenté la feuille de route du gouvernement en faveur de ces territoires, avec une priorité, la lutte contre le chômage et la vie chère. Marc Donis et Marie-Noëlle Lindemann réclament plus de soutien aux coopératives. Dans un rapport présenté aujourd'hui, les sénateurs socialistes rappellent que les coopératives sont à la source d'1 million d'emplois. Parmi les pistes évoquées, le rapport propose de faciliter la reprise d'entreprises par leurs salariés. Nous proposons la constitution d'un fonds de développement coopératif qui pourra accompagner la reprise d'entreprises et notamment d'entreprises industrielles pour éviter soit des repreneurs prédateurs, soit des délocalisations. Selon le rapport, il faudra également étendre les coopératives à d'autres secteurs, notamment celui de l'industrie. Voilà pour ce tour de l'info, c'est la fin de cette édition. On se retrouve bien sûr demain en direct à 22 h sur l'antenne de Public Sénat. Mon invité sera Bernard Cazeneuve, le ministre chargé des Affaires européennes. On en parlait à l'instant avec le ministre chargé, lui, des relations avec le Parlement. À suivre, Déshabillons-les, où Hélène Risser revient sur ses destins multiples, de plus en plus de femmes en politique. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée à tous.